Bipolaire? Point d'interrogation. Point 42. Curieusement, sur le site du Black Dog Institute, le questionnaire sur la bipolarité ressemble à un test visant à déterminer votre conscience spirituelle. Il comporte des questions du genre: remarquez-vous beaucoup de coïncidences dans votre vie? Vous sentez-vous en unité avec le monde et la nature? Croyez-vous que les choses aient un sens particulier? Accordez-vous une signification particulière aux choses? Avez-vous vécu des expériences mystiques? Tout aussi curieusement, c'est la physique quantique qui a déclenché mon premier épisode bipolaire. J'adore voir à quel point les choses s'entrecroisent et s'agglutinent pour former la trame d'une vie. On m'a diagnostiqué une maniaco-dépression ou bipolarité le 8 avril 1996. J'avais 23 ans et vivais en Californie, à Santa Cruz. J'étudiais l'existentialisme allemand à l'université et suivais un cours sur la philosophie de l'univers matière qui n'aurait jamais pu exister ailleurs qu'en Californie du Sud au milieu des années 90. Le premier jour de cours, notre professeur, le mathématicien universitaire pur jus David Chalmers, annonça que nous allions devoir développer notre propre théorie sur le temps pour notre examen final. C'était un Australien passé par Londres, impassible, vêtu d'un t-shirt des Grateful Dead, un Michael Hutchence ou encore plus débraillé. Mais élargissons le cadre. Pendant la rédaction de ce livre, mon éditrice m'a envoyé un article qui évoquait l'ardent désir dont je lui avais parlé devant un martini, accompagnement idéal de nos entretiens littéraires. L'article portait sur le travail de, devinez un peu, David Chalmers. Il se trouve que David Chalmers est devenu un agitateur de premier plan dans la recherche sur la conscience. L'année où il a quitté son défi existentiel avec notre petite classe de Santa Cruz, il a également publié L'Esprit conscient, posant l'énigme de ce problème difficile. Il affirme que de nombreux dilemmes entourent l'expérience humaine, mais que la plupart sont des problèmes simples que nous pourrons sans aucun doute résoudre avec le temps et l'intelligence augmentée, comme nous l'avons fait au sujet de la véritable surface de la Terre. Mais le problème difficile, entre parenthèses, qu'est-ce qui nous rend conscients et quelle est l'origine de la vie? Cette chose à laquelle nous aspirons, point d'interrogation, est un problème que nous ne résoudrons peut-être jamais, car notre cerveau ne sera peut-être jamais à même de le faire. En fait, dans mon souvenir, il avançait moins l'aspect insoluble de la question de la conscience que le fait que tout était conscient. Ensuite, il répondait à l'indignation de ses collègues scientifiques ainsi: « Eh bien, comment le saurions-nous si ce n'était pas le cas ?» Bref, c'est dans les cours de David Chalmers que j'ai découvert la notion de conscience universelle, que l'autre chose pouvait vraiment être l'unité de tout. Et c'est cet exercice sur la théorie sur le temps qui, de façon parfaite, a causé ma perte. J'avais passé 4 mois aux États-Unis et je ne prenais plus de médicaments depuis que j'avais quitté l'Australie. Je ne connais personne sous antidépresseurs ou anxiolytiques qui n'ait pas tenté ou envisagé d'arrêter les médicaments. Je l'ai fait à plusieurs reprises et continue à le faire. Les effets secondaires sont nombreux. La majeure partie des traitements contre l'anxiété affectent le désir sexuel
et la capacité à avoir des orgasmes. La tolérance aux médicaments, c'est-à-dire le poids à partir duquel ils n'ont plus la même efficacité qu'auparavant, est aussi un problème. On peut toujours augmenter les doses, mais c'est carrément démoralisant. On a l'impression de régresser. De plus, pour beaucoup de gens, c'est contre nature de prendre des médicaments touchant d'aussi près le caractère et l'identité profonde. On a l'impression de tricher, même si on passe son temps à se dire qu'on a besoin de médicaments, comme les diabétiques ont besoin d'insuline. À plusieurs stades, j'ai éprouvé une sensation d'engourdissement et eu l'impression de me mettre en sourdine, de faire taire le vrai moi. Bien entendu, j'ai fait le parallèle avec la façon dont on faisait taire l'indignation féminine, l'hystérie entre guillemets, à coups de tranquillisants, les petites aides de maman. Et comme je l'ai souligné précédemment, il y a toujours ce doute tenace sur le fait de prendre des traitements dont on comprend mal par ailleurs le fonctionnement. Personne ne sait vraiment comment ni pourquoi ils fonctionnent, ni même s'ils fonctionnent tout court. Alors, on continue à essayer de voir si on peut s'en passer. J'écris cela consciente qu'il faut que j'ajoute qu'il ne faut pas arrêter les médicaments sans le soutien d'un médecin qui garde un œil sur vous et avec qui vous pouvez parler de vos raisons de le faire. Avant de partir aux États-Unis, j'étais dans une phase de stabilité. J'avais un bon psy et plusieurs années de thérapie à mon actif. J'avais arrêté le droit pour me mettre à la philosophie. J'avais un petit ami gentil, obtenu haut la main un stage au Parti travailliste et une bourse d'études m'avait donné un ancrage et un sentiment de sécurité pour la première fois depuis des lustres. Je me sentais à même d'arrêter le Zoloft que je prenais. Pour être honnête, le fait que ce médicament ne soit pas remboursé aux États-Unis a également joué un rôle dans ma décision. Et pour être encore plus honnête, mon psychiatre n'était pas tout à fait enchanté par cette idée. Les 3 premiers mois ont été géniaux. Santa Cruz sentait le chai tea, les burritos, les embras salés. Dans les cafés, j'étais entourée de groupies de Grateful Dead et lisais Voir le voir de John Berger. Je dévalais les pentes du campus avec été jusqu'aux appartements boueux dans lesquels vivaient les Mexicains. Je mangeais des nachos sur les falaises face au soleil couchant. Je traînais avec de vieux surfeurs qui m'ont fait connaître les penseurs bouddhistes et je vivais avec 5 lesbiennes et leurs 10 chats. 2 d'entre elles étaient stripteaseuses pendant la semaine et allaient aux soirées SM à San Francisco le week-end. Le dimanche soir, on se retrouvait dans la cuisine et elles me racontaient leurs histoires. Je mettais du maquillage de scène sur leurs hématomes et leurs marques rouges. Puis les choses se sont accélérées. Je marchais tard, la nuit, dans la brume montant du Pacifique et entraînée par la chaleur du désert. J'ai cessé de dormir. Qu'est-ce que je faisais de mes nuits? J'arpentais le sol de mon minuscule studio et enlevais les particules de poussière du tapis, rang par rang. Et je prenais des douches, parfois jusqu'à 20 ou 30 dans la même nuit. Je fermais les robinets et les portes en boucle. Douche, je retournais vérifier les robinets, ce qui me contaminait les mains, alors je reprenais une douche. J'effectuais des séquences de 3 passages, puis de 4. Puis il fallait que je vérifie que la porte de la salle de bain, que je partageais avec le locataire du studio voisin, était fermée. 3 allers-retours jusqu'à la porte pour la fermer. En alternance avec 4 trajets à la salle de bain pour laver mes mains contaminées, et ainsi de suite. Cela pouvait durer longtemps, vous imaginez.
Il n'y avait pas de point final. J'étais aux prises avec un trouble obsessionnel compulsif. Je mettais en place de plus en plus de séries. 4 tapes sur l'oreiller, 4 rangs de boucles sur le tapis, qui sont devenues des séquences de 5. Les mois ont passé. J'avais de plus en plus de mal à aller en cours et tout s'est mis à faire du bruit. Le bourdonnement du soleil sur le béton des rues, l'odeur des émotions des gens autour de moi. Je ressentais tout trop fort, trop vivement. Je sentais l'odeur des gens, je voyais leur tristesse, leur calme ou leur vide quand ils passaient près de moi. Je sentais l'énergie d'un grain de lessive ou lavomatique. Tout. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces stimulations? Où est-ce qu'on les met? Je n'arrivais pas à les traiter assez vite. Je pourchassais les sensations, toutes, autant qu'elles s'emparaient de moi, parce que je sentais que c'était mon devoir de toutes les attraper. C'était ma manie, une poursuite énergivore de toute la gamme des pensées et des sensations. Je peux parfois suivre le rythme pendant des mois et avoir la totale maîtrise de l'action, faisant tourner encore toutes les assiettes en même temps. Tel un chef d'orchestre, conscient du moindre besoin et du geste suivant des musiciens de la fosse, je suis en communion. Le schéma m'est désormais familier. C'est comme si j'avais un cerf-volant entre les mains et que je lâchais de plus en plus de ficelles. Le vent fouette le cerf-volant, c'est excitant, et j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller, combien de ficelles je peux lâcher. Je sais qu'à n'importe quel moment, tout là-haut, le vent peut violemment soulever le cerf-volant et le faire vriller. À une telle hauteur, je ne contrôle pas grand-chose, et pourtant je lâche encore de la ficelle, parce qu'un cerf-volant qui vole à toute allure au bout de cette ficelle lâche est un spectacle palpitant. Et puis, clac. Il finit toujours par arriver, ce clac. Au plus fort de ma manie, Dieu est là. Quand je dis Dieu, j'entends le grand tout auquel je me connecte. Je me sens le plus connecté avec lui quand je m'envole haut et loin. Je parle à Dieu. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Ce doit être Dieu parce que tout est incroyablement grand, comme si je regardais les choses à la loupe, mais depuis des millions de kilomètres. Tout est à l'échelle, mais en plus grand. Quand au bout de 4 mois à Santa Cruz, j'ai plongé la tête la première dans l'escalier de l'immeuble dans lequel j'ai déménagé ensuite, c'était pour tester ma connexion avec lui. Mon studio était au dernier étage et je me suis jetée dans la cage d'escalier à plat ventre. Je ne cherchais pas tant à créer un désastre qu'un moyen de trouver des indications de ce à quoi j'étais censée arriver. Comme le jour où je me suis retrouvée endormie dans une flaque d'eau lors d'une excursion dans les bois avec le lycée. J'avais planté ma tente sans tapis de sol et j'ai fini dans l'eau. Je n'ai pas bougé. Je suis restée là toute la nuit en suspens, engourdie. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était pour voir où cela me conduirait. Quand j'ai mis le feu à mon appartement quelques jours plus tard, ce n'était pas intentionnel et je n'étais pas folle. Je voulais voir délibérément à tout hasard ce qui se passerait si je sortais de chez moi en laissant mes chaussettes en acrylique sur le chauffage au gaz. C'était aller un peu loin pour voir s'il était toujours là. Je t'attends, je t'attends. Je me suis fait aussi agresser sur un pont enjambant le marais une nuit lors de l'une de mes randonnées. Quand j'ai pris trop de vitesse, j'ai arrêté de voir des gens. Cela me faisait mal au cerveau de devoir appuyer sur le frein
pour pouvoir parler aux gens. J'ai arrêté la fac. C'était l'époque de l'examen sur la théorie sur le temps. C'était trop, et ça tourbillonnait de plus en plus vite, jusqu'à ce que je ne sois même plus capable d'écrire mon nom sur le haut de la feuille. J'étais paralysée, mais en effervescence, comme l'électricité statique, incapable, la plupart du temps, de quitter ma petite chambre. Je ne sais pas exactement combien de temps je suis restée bloquée. J'ai relu mon journal intime pour vérifier et avoir la fébrilité de mon écriture et l'abstraction de la poésie libre et sombre que j'ai écrite, je dirais 3 mois environ. C'est David Chalmers qui a signalé à l'université que j'avais disparu de la circulation. Un représentant est venu me voir au bout de 6 semaines d'absence. Je ne suis pas folle, ai-je dit au psychiatre de l'université qui m'avait été attribué. Je suis la personne la plus saine d'esprit que je connaisse. Sauf qu'on peut être ça d'esprit, dans le sens d'être conscient de ce qui se passe et devenir fou. J'aurais préféré ne pas être saine d'esprit, en vérité. Quand on est ça d'esprit, on assiste à tous les filochages, les yeux grands ouverts. Avant que nous soyons au courant des comportements sexuels choquants de Louis C.K., j'ai lu qu'il souffrait de dépression. Il disait qu'il détestait être un témoin rationnel de sa propre chute. Il a expliqué « Cela n'a pas empêché que la situation empire. Je me souviens m'être dit « Je n'y arriverai plus ». J'avais envie de tout laisser tomber. Je savais que j'en avais le droit. Puis il s'écoulait quelques minutes et je me rendais compte que j'étais toujours là. Il n'y avait pas d'échappatoire. Et j'étais un peu déçue de ne pas être franchement suicidaire. Je détestais « aller bien » entre guillemets. N'est-ce pas le cruel paradoxe que vivent les anxieux hyper-performants? Mais ce jour-là, dans le centre médical de l'université, je crois que j'ai coché des cases sur la petite fiche du psychiatre. Je crois qu'il a vraiment apprécié d'établir des liens aussi clairs. Il m'a donné un bloc et des crayons de couleur pour que je puisse dessiner mes émotions chez moi. Sérieusement? Cette idée lui est vraiment passée par la tête? Je n'arrivais même pas à écrire mon nom. J'avais quitté mon premier petit ami, Georges, pour déménager en Californie. Très cher Georges. Il était chef et propriétaire du café dans lequel je travaillais depuis le jour de mes 18 ans, et nous n'avions commencé à sortir ensemble que quelques mois avant que j'aie l'école pour Santa Cruz. Le voyage avait été prévu bien avant que nous soyons ensemble. C'était un homme aussi simple et ancré que j'étais compliquée et instable. Il avait 10 ans de plus que moi et nous adorions tous les deux manger. Notre relation a été mise en suspens quand je suis partie à l'étranger, mais c'est lui qui a fini par venir me chercher. Nous avons traversé le désert dans une vieille camionnette Dodge. Je me vernissais les ongles en vert citron, je l'ai vu sur les photos, et sanglotais tous les soirs. De retour en Australie, j'ai pris un cocktail d'antiépileptiques et de stabilisateurs de l'humeur, et suis passée de psychiatre en psychiatre pour discuter de ma famille d'origine et faire encore des dessins de mes émotions. Je suis aussi allée voir Eugène, l'hypnothérapeute de 92 ans, qui m'a appris à faire travailler mes muscles. Très cher Eugène. Certains jours, je restais couchée toute la journée sur le carrelage de la salle de bain, incapable de bouger. Point 43. Suis-je toujours bipolaire? Cela fait un moment que j'ai décidé de ne plus me poser la question. Franchement, je ne sais pas si mes épisodes maniaques étaient d'origine endocrinienne, en conséquence des maladies auto-immunes qui se sont succédées au fil des ans, à commencer par la mononucléose infectieuse que j'ai eue à 11 ans,
ou si le stress bipolaire provoquait les dysfonctionnements du système immunitaire. Les dernières recherches incriminent fortement les mécanismes immunitaires et inflammatoires dans le développement de la bipolarité, quelle que soit la cause. Je me retrouve toujours avec la même effervescence beige qui accélère quand je n'arrive pas à rester tranquille avec moi-même. Je traverse encore des épisodes maniaques. Mon cerf-volant monte de plus en plus haut, de plus en plus lâche. Je pense et parle vite. Je ressens les synchronicités. Je pleure des journées entières sur l'immensité de la vie. J'ai des idées géniales et des envies irrépressibles de poser une bombe créative sur certaines situations, d'introduire un sujet délirant dans une conversation, de plonger dans des activités dangereuses ou licencieuses. Mais je m'autorise désormais à voler un peu, parce que mes envols peuvent m'apporter un plaisir positif, créatif et constructif. Ils font aussi partie intégrante de ma personne. J'ai et j'aurai toujours un besoin insatiable de connexion. Aucun traitement médical ne pourra jamais éradiquer cela, et je me retrouve faisant de grands compromis dans d'autres domaines de ma vie pour satisfaire ces pulsions, en acceptant par exemple d'être célibataire pendant une grande partie de ma vie. J'ai lu quelque part que l'hypersexualité n'était pas une vraie communication, mais un discours, un exutoire intense et expressif au contact et à la communication. Je comprends et regarde sous le même angle plusieurs de mes comportements que d'autres, et pas seulement les médecins, ont précédemment considérés comme une maladie. Jay Griffith, comme tous les bipolaires, demande si la bipolarité est vraiment une maladie. Une maladie est un état qui entrave le fonctionnement normal. Mais dans les épisodes maniaques, le fonctionnement normal est au contraire amélioré, écrit-elle. Elle se réfère au documentaire de Stephen Fry, La vie secrète d'un maniaco-dépressif, dans lequel il demande à tous les participants s'ils se débarrasseraient de leur bipolarité s'ils avaient l'opportunité d'appuyer sur un bouton pour le faire. Tous, sauf un, ont répondu non. L'actrice australienne Jessica Marais s'est battue contre la bipolarité. Je l'ai contactée par l'intermédiaire d'un ami commun et lui ai demandé si elle appuyerait sur le bouton pour s'en débarrasser. Non, a-t-elle répondu sur un ton catégorique. C'est ce qui m'a permis de me connaître moi-même. Même dans les moments où j'avais envie de paix et de calme, je veux juste de la paix et du calme. Je savais que, sur ce parcours, j'y arriverais toute seule, un jour. Alors, est-ce le parcours qui compte dans l'anxiété et la bipolarité? Oui, a-t-elle répondu. À la fin de la discussion, elle a ajouté que le fait de rendre publique sa bipolarité avait donné un nouvel élan à ce cheminement. J'ai dû apprendre à aimer et à accueillir le fait que des parties de ma manie ou de mon anxiété impliquaient d'être parfois obligée de me connecter en profondeur avec d'autres êtres humains et d'incarner cette connexion 14 heures par jour pendant des mois d'affilée pour les besoins de mon travail. Il semble qu'en apprenant à ne pas vivre en pilote automatique avec elle, en la prenant en considération et en faisant des choix plus judicieux pour la gérer, je m'en suis fait une amie. Une éminente thérapeute londonienne m'a dit quelque chose de semblable lors de l'une de nos nombreuses conversations pendant que j'effectuais mes recherches pour ce livre.
Si on n'est pas anxieux, on ne prête pas attention. Je confirme. Certes, je veille aussi à ce que la ficelle de mon cerf-volant ne soit pas trop lâche. Dans l'ensemble, j'arrive désormais à accepter et à modérer les choses. Si je pars faire un tour, je fais en sorte de revenir vers les autres et assez rapidement. C'est une chose que j'ai dû apprendre. Dans ce cas, j'arrête le café, je médite, même si c'est bruyant et foutraque, et je m'efforce de décharger mon enthousiasme dans la nature. Je vais courir sur un sentier de montagne, crapahuter sur une falaise, grimper dans un arbre plutôt qu'appeler un ami pour lui proposer de sauter dans un avion pour Los Angeles le lendemain. Comme le dit J. Griffith, l'énergie irrépressible de la manille coûte cher. Poids 44. À 4 ans, avant mon entrée à l'école, je regardais une émission pour enfants dont la marionnette, Mr. Siegel, l'homme qui vient de la Lune, venait nous rendre visite tous les après-midi à l'occasion d'une promenade dans l'espace. Je m'asseyais devant la télévision avec mon frère Ben et nous l'attendions avec un bol de raisins secs et de cacahuètes. Je préparais mes burgers aux raisins secs en écrasant un raisin entre 2 moitiés de cacahuètes et je grignotais lentement. Monsieur Squiggle sortait de son vaisseau spatial dans un cliquetis métallique et transformait, à l'aide de son nez crayon, les gribouillis envoyés de chez eux par les spectateurs en dessins amusants. Il y avait aussi Miss Jane, une vraie humaine, d'un calme et d'une patience d'ange, face aux facéties agitées de Mr. Single. La plupart du temps, elle était là pour le remettre d'aplomb. « Miss Jane, donnez-moi la main !» Au beau milieu d'un dessin, Mr. Single était trop excité pour ce monde et se mettait à flotter en l'air. « C'est l'heure de repartir dans l'espace, Miss Jane, c'est l'heure !» disait-il avec l'urgence d'un petit garçon qui doit aller aux toilettes. Pour mon cerveau de 5 ans, Miss Jane était comme un édredon chaud qui vous enveloppe quand vous restez à la maison, malade, un jour de pluie. Jamais elle ne levait les yeux au ciel ni ne s'énervait. Elle rattrapait doucement Mr. Single par la cheville quand il sortait du cadre et le ramenait sur la terre. « Désolé, Miss Jane. Merci, Miss Jane, » murmurait-il. « Que ferais-je sans vous, Miss Jane ?» Comme j'aurais aimé avoir une Miss Jane dans ma vie. Bon nombre de mes amis agités de type A, qui passent toujours la porte en courant, des sacs plats les bras et des listes plats la tête, s'associent avec des Miss Jane, des hommes solides, imperturbables, qui crient depuis le canapé « Je serai là quand tu rentreras !» Ils se complètent parfaitement. Le cerf-volant est celui qui le fait voler. Cela dit, la situation est souvent différente quand on a un trouble de l'humeur. C'est une vieille histoire. Quand vous êtes atteint d'un trouble de l'humeur, peu de personnes ont la carrure et la patience suffisante pour faire contrepoids à vos sauts d'humeur. Et si vous êtes un anxieux hyper performant, rares sont les hommes ou les femmes qui vous prendront des mains la ficelle de votre cerf-volant. Je me demande même si c'est très juste d'attendre d'eux qu'ils le fassent. J'ai souvent attendu cela de mes compagnons. Les attentes étaient, chaque fois, trop élevées. Les miennes, comme les leurs. Si vous voulez vraiment vivre de manière épanouissante et authentique,
Vous devez apprendre à être vous-même, la Miss Jane de votre Mr. Swickle agité. C'est le seul moyen.